Bonjour à tous, bonjour et bienvenue au premier webinaire annuel de 60 000 rebonds, le premier d'une longue série. Je suis Lisa Bron, je suis responsable de la communication et des relations publiques de la Fédération nationale de 60 000 rebonds et je vais vous guider tout au long de ce webinaire. Cette année, à chaque rendez-vous en ligne, nous allons vous proposer d'aborder une thématique, de la décortiquer avec de grands témoins pour mieux se l'approprier. Vous avez été plus de 500 à vous inscrire à ce webinaire. Merci pour votre engouement. Pour marquer le début de l'année 2023, quoi de mieux que l'optimisme? Entre la crise climatique, les guerres, les épidémies, la menace d'une récession, est-ce qu'on peut encore être optimiste au quotidien? Et si on envisageait l'optimisme comme une confiance en notre capacité à nous approprier l'avenir? Quoi qu'il en soit, les témoins du jour sont caractérisés par leur enthousiasme sans bornes. Philippe Gabillet est sociologue, vice-président de la Ligue des optimismes de France et auteur d'ouvrages comme L'éloge de l'optimisme, un spécialiste en somme. Paul Morlet, quant à lui, est visionnaire. Cet entrepreneur a monté à 32 ans un concept innovant autour de la lunette. Après un premier essai entrepreneurial, il réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros avec 28 points de vente en France et en Belgique. Quant à Jean-Paul Bessène et Marianne Clorec, ils ont fait preuve d'un optimisme à toute épreuve, alors que les circonstances ne jouaient pas forcément en leur faveur. Ces deux entrepreneurs ont liquidé ou cédé leur entreprise et rebondi après un accompagnement de l'association. C'est plus de 750 entrepreneurs qui ont été accompagnés par 60 000 rebonds en 2022. Et nous prévoyons d'en accompagner 1000 en 2023 vers le rebond entrepreneurial ou salarial. Nous sommes 32 salariés et 1500 bénévoles. Notre mission, accompagner ceux qui ont osé entreprendre, chefs d'entreprise ou auto-entrepreneurs. Ils ont tout perdu, leur emploi évidemment, mais aussi leur outil de travail, parfois leur patrimoine et souvent leur confiance en eux. Et on les accompagne à rebondir vers un nouveau projet professionnel, un nouveau projet de vie. Le dispositif, qui est de 24 mois maximum, est gratuit, sur mesure et accessible dans 46 antennes de métropole et même aux Antilles-Guyane. L'entrepreneur est intégré dans un collectif à l'échelle locale et bénéficie également d'un accompagnement individuel grâce à un coach et un parrain. L'association, qui est reconnue d'intérêt général, fait partie des 26 réseaux au service de l'entrepreneuriat du dispositif CapCréa de BPI France. Guillaume Mullier, qui est entrepreneur, est le président de la Fédération nationale de l'association. Je vais lui laisser la parole pour vous accueillir avant de rencontrer notre premier témoin. Guillaume, si tu veux bien activer ton micro et ta caméra, c'est à toi. La caméra, elle ne démarre pas. Guillaume? Oui. Tu nous entends? Je vous entends très bien. Par contre, la caméra ne démarre pas. Tu m'as bloqué pour le bon. Mais on va rester optimiste. Ça, c'est important aujourd'hui. Comme dirait Philippe Gabillet, il faut être optimiste. Alors, eh bien, écoutez, moi, je suis enchanté de réunir toute cette belle assemblée. Il y a à peu près 500 inscrits, un peu plus. Je vois 240 pour l'instant participants, donc c'est super. L'optimisme, pour moi, c'est vraiment une des qualités majeures de l'entrepreneur. C'est ce qui permet d'aller de l'avant. L'optimisme, c'est associé très souvent avec l'audace. L'audace qui nous garde jeunes. Donc, j'ai 61 ans. Je suis marié 3 fois, donc vous voyez, assez optimiste parce que j'ai comme divorcé 2 fois. Donc, et pourtant, j'ai eu envie de me remarier une 3e, donc engagé. J'ai aussi eu la chance de développer une maladie. Mon médecin m'a dit que je ne pourrais plus être entrepreneur. Tout simplement, et j'ai dit, bah, écoute, on verra. Et finalement, j'ai réussi à redémarrer, à être entrepreneur, mais différemment. Donc ça, c'est comme quoi rien n'est jamais perdu, rien n'est jamais
acquis, mais rien n'est jamais perdu non plus. C'est un point qui est majeur. Mais par contre, sur l'optimisme, je tiens quand même à attirer un petit point de vigilance. C'est que l'excès d'optimisme ne doit pas s'écarter du réalisme. Hein, et on voit parmi les entrepreneurs que nous accompagnons que certains ont été en excès d'optimisme et donc n'ont plus vu les problèmes, n'ont plus vu les difficultés et se sont mis dans une situation probablement de déni, ce qui les a amenés à ne pas traiter les problèmes. Donc l'optimisme, c'est bien. Par contre, il faut garder le réalisme, c'est quelque chose qui est encore plus important pour vraiment ne pas tomber dans le travers de ne plus voir les réalités, de développer son affaire sans intégrer tous les éléments qui sont nécessaires. Donc, bien entendu, on va dire, une autre qualité nécessaire et essentielle de l'entrepreneur, c'est l'humilité. Je crois qu'il faut jamais se prendre pour ce qu'on n'est pas. Il faut garder l'humilité, garder à l'esprit que les collaborateurs qu'on peut avoir, ils vont être entraînés surtout par du charisme. Et comme vous le savez, le charisme, étymologiquement, ça vient de entraîner par le cœur. Et donc, si on fait la somme de humilité et amour, ça donne l'humour. Donc, place à Philippe Gabillet et aux différents intervenants. Merci, merci Guillaume. Ils ont laissé libre cours à leur imagination et en ça, ils sont une source d'inspiration. L'innovation est le moteur des 3 entrepreneurs qui vont témoigner. J'aimerais vous présenter Marianne. Est-ce que Marianne peut se connecter? Oui, bien sûr. Bonjour Marianne. Bonjour. Alors, on ne vous voit pas. Je ne peux pas mettre la vidéo parce que l'animateur l'a arrêtée. D'accord. Eh bien, pourtant, je n'ai pas arrêté votre vidéo. Je suis bien embêtée parce qu'on a vraiment envie de vous voir. Ah, c'est gentil. C'est bien dommage. Écoutez, je suis en train de regarder, mais moi, je n'ai pas arrêté votre vidéo. Vous n'avez pas la possibilité de l'activer? Il y a un nom, je pense que c'est pareil que Guillaume Mullier à l'instant. Vous ne pouvez pas. Alors, vous m'entendez tous? Vous me voyez tous bien? En revanche, je suis très embêtée pour ça. Attendez. Marianne, est-ce que vous pouvez quand même nous rejoindre pour que je puisse quand même vous interviewer en direct? Oui, bien sûr, pas de problème. Super. Pas d'inquiétude. Alors, en fait, on ne vous entend plus. Ouais. Oui, j'ai fait Allez. Alors, quelqu'un qui vient derrière moi pour m'aider sur cette histoire de vidéo. Je vais commencer à vous poser des questions et vous allez pouvoir y répondre. J'espère qu'on va voir votre visage dans très peu de temps. Alors, vous résidez en Bourgogne-Franche-Comté et alors que vous n'étiez pas ingénieur, vous avez inventé un produit innovant en 2016. Racontez-nous. Eh bien, effectivement, je ne suis pas ingénieure au départ, mais j'ai eu l'idée, en fait, quand j'étais organisatrice de mariage, je me suis rendu compte que les gens étaient trop sur leur téléphone portable et ils n'étaient pas trop là, en fait. Et j'ai eu l'idée de proposer un produit, une boîte, en fait, où on mettrait son téléphone dedans et quand ça ferme, eh bien, ça coupe. Il n'y a plus d'onde qui passe. L'idée, c'était juste de reprendre la main sur son téléphone portable et puis de le consulter quand on en a envie et non quand le téléphone sonne. Et puis, j'ai très vite eu des clients, non pas dans les mariages, mais dans les salles de réunion. Parce que dans les salles de réunion, les gens font plus souvent leur mail que d'écouter la réunion. Et donc, j'ai décidé de développer ce produit pour la sphère professionnelle, pour l'efficacité au travail. Et ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord communiqué dans ce sens, c'est-à-dire passer à la radio, gagner des concours, passer dans les journaux, pour expliquer que j'avais un produit pour améliorer la concentration au travail. Et les clients m'ont demandé des produits. C'est à ce moment-là seulement que j'ai décidé de le faire, le produit, parce qu'il me semblait très simple.
Et ce qui s'est passé, c'est qu'il m'a fallu 4 ans de R&D pour parvenir à un produit qui fonctionne, présentable, vendable et acceptable par le client. 4 ans où on ne s'est pas tourné les pouces du tout, hein, soyons clairs, ça a été vraiment du travail acharné d'ingénieurs, de bureaux d'études, de tests. Et autant, on a beaucoup d'accompagnement sur quelle forme juridique, comment communiquer, comment trouver ses clients, même comment déposer un brevet. Hein. Autant pour Bien développer sûr. un produit, eh bien, ça n'est pas forcément si simple. Enfin, je trouve que on tâtonne, on tâtonne. Oui, Et pour faire j'imagine. rebondir à ce que vous disiez, c'est que on doit avoir de l'optimisme. Parce qu'on teste, on se gourre, on fait confiance aux mauvaises personnes parce qu'on ne sait pas, quand on n'est pas ingénieur et qu'on ne connaît pas les bureaux d'études, Bien on sûr. croit ce qu'on nous dit. Et puis, malheureusement, ça ne marche pas toujours. Et du coup, il faut rebondir et y croire quand même. Super. Marianne, si je peux me permettre, le bug est résolu. Vous pouvez désormais activer votre vidéo afin qu'on vous voit et D'accord. excusez-moi tout le monde pour cette… Voilà, bonjour. Bonjour, C'est ça quand y est. même beaucoup plus agréable. Donc vraiment, voilà, on vous a écouté, mais c'est vrai qu'on aime vous voir également. Alors, si je reprends le fil, à quelle problématique vous êtes confronté au moment de la commercialisation de votre produit que nous avons bien entendu, vous avez inventé ce produit innovant. À quelle problématique vous êtes-vous confronté? Eh bien, le problème, ça a été surtout la R&D. C'est-à-dire que il y avait tellement d'accompagnement pour trouver des clients, communiquer, expliquer quel est le problème que mon produit résout. Ça, effectivement, j'ai eu beaucoup d'accélérateurs, d'incubateurs et autres qui m'ont beaucoup aidé et ça fonctionne. Sauf que en termes de R&D, de design, de qu'est-ce qui est acceptable, ça a été assez compliqué. D'autant plus quand on est une femme jeune et pas ingénieure. Parce que justement, en face, on a quand même un tissu industriel qui est assez masculin, avec justement des personnes qui sont peut-être plus âgées et qui ont de l'expérience et qui, quand ils vous voient arriver, voilà, la fleur au bout du fusil, avec votre grand sourire, on va changer le monde dans les salles de réunion. Bon, bien, la crédibilité, c'est pas forcément simple. C'est pas facile de l'avoir tout de suite et d'être suivi par les industriels ou les bureaux d'études. Ça, c'était assez compliqué. Puis ensuite, c'est en termes financiers. Parce que développer un produit, on ne s'imagine pas. On a beau l'entendre partout, oui, ça coûte cher, mais on se dit toujours, oui, ça coûte cher, mais pour les autres, mais moi, ça devrait aller. Moi, j'avais quand même développé un produit où on met son téléphone et quand ça ferme, ça coupe. Donc, normalement, une boîte à mouchoirs et un rouleau de papier d'aluminium, ça suffit. Donc, coût de la R&D, 2,50 €. En fait, alors, breaking news, hein, le papier d'aluminium ne fonctionne pas. Voilà, j'ai été assez surprise quand j'ai découvert. Malheureusement, ça coûte des sous de faire un produit, même très, très simple. Bien sûr, j'imagine bien. Donc, vous avez malheureusement liquidé l'entreprise et vous me racontiez que vous avez pensé à ce moment-là à une conférence que vous aviez entendue sur 60 000 rebonds. Et Exact. vous avez donc contacté l'association. Comme je le disais, vous avez été accompagné par l'équipe Bourgogne-Franche-Comté et en prime abord par l'équipe Rhône-Alpes-Auvergne. Quel a été votre parcours dans l'association? Quelle est votre expérience à vous? Alors, j'ai effectivement vu une conférence en 2016. Dès que j'ai eu l'idée, en fait, j'avais participé à une conférence sur l'échec et 60 000 rebonds avaient participé. Et il y avait eu plusieurs entrepreneurs à ce moment-là, d'ailleurs que des entrepreneurs hommes. Et j'avais posé la question, comment ça se fait? Est-ce qu'il n'y a pas de femmes qui échouent? Waouh, formidable! Et en fait, à l'époque, on m'avait dit, les femmes entrepreneurs qui liquident ne sont pas prêtes encore à parler. Et je suis ravie qu'on puisse aujourd'hui être plus mixte, hein, de pouvoir en parler. Et donc, pour répondre plus à la question, je me suis souvenue de cette association, donc en 2021, quand j'ai liquidé. Et dans le parcours, au départ, il y a le coach qui nous accompagne pour reprendre confiance en soi. Et c'est super important parce qu'en fait, en tant qu'entrepreneur, toute notre vie, on ne fait que des trucs pour notre boîte.
Dès qu'on fait quelque chose, c'est pour aller mieux pour la boîte. On s'intéresse à quelque chose, c'est pour avoir plus de curiosité, pour agrandir. Tiens, on pense toujours à notre entreprise, quel que soit le sujet, que ce soit dans le sport, le loisir, la détente, tout. Du coup, quand on n'a plus d'entreprise, que faire? Et c'est très compliqué de revenir à quel loisir on peut faire pour rien. C'est-à-dire, il n'y a pas d'objectif derrière. Et ça, le coach a été vraiment, vraiment très, très utile pour moi. La preuve, c'est qu'en 2021, je n'aurais pas pu participer, je crois, à ce webinaire. Donc, merci. Ok, et justement, suite à ça, vous avez fait le grand saut personnel et même professionnel à l'issue de cet échec. Racontez-nous comment vous vous êtes sentie prête à reconstruire quelque chose. C'est après cette discussion avec mon coach sur les valeurs, qu'est-ce que j'ai besoin, qu'est-ce qui importe pour moi. Et finalement, tout ce que j'avais appris, en fait, l'important de 60 000 rebonds, c'est réussir à expliquer notre parcours de façon positive. Il n'y a plus de pas, en fait, de ne pas. Non, on tourne que des phrases positives. Et réussir à expliquer positivement un parcours, vous parlez d'échecs, mais en fait, moi, j'en parle même plus. Je ne parle même plus d'échecs. J'ai réussi à développer un produit, les clients étaient contents, ça a fonctionné, ça fonctionne encore pour eux. Bon, je suis passée à autre chose, mais j'ai tellement appris pendant cette période que je me suis rendu compte que j'avais appris énormément sur le digital au travail, l'impact de la concentration au travail, l'impact du numérique, des outils numériques sur la concentration au travail, sur l'efficacité, l'épanouissement, le stress, la mémorisation, les échanges entre nous, qu'aujourd'hui, j'ai dit, je vais utiliser ça pour faire des sensibilisations, des conférences, des formations sur le sujet, parce que j'ai tellement d'informations apprises pendant cette période que ce serait dommage de ne pas l'utiliser. Et pour tout vous avouer, c'est 3 mois après être rentrée chez 60 000 rebonds que j'ai senti que j'étais prête. Je me suis tournée vers mon chéri à ce moment-là et je lui ai dit, ça y est, je pense qu'on peut créer quelque chose tous les deux et faire un petit bout de chou, enfin, projet qu'il avait dans la tête depuis 2 ans. Mais moi, je n'étais pas prête, j'avais autre chose en fait. Et je n'étais pas prête et ça a laissé la place. Voilà. D'ailleurs, la photo que vous avez mis le montre un peu. J'avais d'accord, c'était pas volontaire. Un surplus de tartiflette. C'était effectivement un projet plus personnel qui a mûri. Eh bien, toutes nos félicitations. Merci, Marie-Anne. Philippe Gabillet, peut-être avez-vous une question à poser directement à Marie-Anne, si vous le souhaitez? Si vous avez la possibilité de lui poser une question en direct, si vous souhaitez, Philippe. Vous n'avez pas votre son, Philippe. Voilà. Super. Merci. Moi, ce que je voudrais, en fait, vous demander, avec le recul, en quoi est-ce que la Marie-Anne de 2023, elle est un peu différente intérieurement de celle de 2021, donc celle du moment de la liquidation? Eh bien, c'est un respect de soi-même. C'est-à-dire qu'en 2021, je pouvais à peine sortir de chez moi. Je me dis, mais si on me parle de ma boîte, qu'est-ce que je vais répondre? Parce que pour moi, dans ma tête, j'avais que des chiffres, que des mots négatifs, noirs, très lourds. Et je n'avais pas envie qu'on me parle, en fait. Alors qu'aujourd'hui, j'ai qu'une envie, c'est qu'on me parle, justement. et pour expliquer ce beau parcours, parce que finalement, maintenant, j'en suis fière. En 2021, je ne l'étais pas. Et dans tout ce... suite à cette affaire-là, si vous disiez, alors dans ce cas, en tant que personne, votre force clé, s'il y en avait une, ça serait laquelle? Ce serait le trait de comportement, de caractère qui vraiment définit à lui tout seul un tas de choses chez Marie-Anne. C'est quoi? Moi, c'est l'humour. L'humour et l'audace. J'en ai donné 2, zut. Non, pas du tout. Non, parce que ça veut dire c'est de l'audace. C'est de l'audace, voilà, c'est de l'humour audacieux et l'audace d'avoir de l'humour, même souvent dans les circonstances difficiles. Donc, tout ça va très bien ensemble. Voilà, voilà, très bien. Merci. Merci à vous.
Merci Marianne, merci encore. Jean-Paul Bessène, est-ce qu'on peut vous accueillir parmi nous? Bonjour, je pense que ça marche là. Oui, super, merci. Merci à vous. Alors, vous aussi, vous avez été accompagné chez 60 000 rebonds en Occitanie pour le coup, mais pour l'heure, on va revenir en arrière. Comment un ancien rugbyman pro se retrouve à diriger un organisme de formation spécialisé dans la santé? Alors, avant de répondre à votre question, je vais dire bonjour à tout le monde et surtout vous remercier pour l'organisation de cette réunion. C'est vraiment génial. Et puis surtout, remercier 60 000 rebonds pour son accompagnement général parce que ça aide à être optimiste finalement. C'est quand même un outil qui est fabuleux pour aller vers l'optimisme. Alors, pour répondre à votre question, comment je deviens dirigeant d'un organisme de formation, c'est assez simple, c'est que c'est mes parents qui l'avaient monté. Donc, du coup, il y avait une espèce de filiation naturelle. J'ai 2 sœurs qui ne souhaitaient pas participer à l'entreprise. L'entreprise était en bonne santé sur un thème qui me plaisait. Donc, naturellement, j'ai fait ça. Et de toute façon, j'ai toujours eu, sur ma carrière de sportif professionnel, un double projet. C'était étudiant dans un premier temps et ensuite entrepreneur malgré tout, même lors de la phase pro de l'activité, parce que ça me paraissait important de pouvoir être dans quelque chose de plus réel. Le sport de haut niveau, c'est aussi beaucoup d'étoiles dans les yeux et c'est bien de rester ancré dans le présent. Et donc, cette affaire familiale, si je comprends bien, vous a mobilisé 22 ans. Oui, voilà, c'était pas une petite, expérience. Oui, c'est ce que je voulais marquer pour tous nos spectateurs. Et comment est-ce que vous vivez la vente? Donc, pour le coup, de votre côté, c'est une vente d'entreprise, mais une vente subite, vous me racontiez. Comment vivez-vous la vente de votre entreprise après le Covid? Oui, honnêtement, là, on parle d'optimisme, mais sur le moment, c'est difficile d'être optimiste. Ça a été très difficile parce qu'il y avait à la fois le fait de c'est une vente effectivement forcée, donc j'ai tout à fait si c'était pas ça, de toute façon ça a été enfermé, donc il faut être très, très clair par rapport à ce qui s'est passé et être obligé de vendre une entreprise familiale, c'est un peu compliqué dans ces conditions-là. Alors j'ai eu beaucoup de chance, c'est-à-dire que mes parents sont extraordinaires et de suite dit non, attends, si c'est nécessaire, il n'y a aucun souci, il faut que tu fonces. Et puis, c'était quand même dans une période, voilà, comme vous avez précisé, c'était le post-Covid. Donc, de toute façon, on a tous vécu quelque chose de traumatisant pendant cette période. Donc, quelque part, je n'étais pas seul à avoir des idées noires sur ce moment-là. Et finalement, les idées noires, je ne les ai pas eues longtemps. C'était pas, parce que je pense que ce n'est pas dans mon caractère. Et puis, finalement, on a évoqué précédemment, le sport fait aussi vivre des joies, des peines, des réussites, des défaites. Et ça permet d'avoir une expérience en accéléré de ce que peut nous donner la vie par derrière. Et d'ailleurs, vous m'avez raconté, ça m'a pensé que le jour de la vente, votre épouse et vous-même, puisque vous travaillez à ses côtés, vous partez déjà sur autre chose dans votre tête. Comment est-ce que vous avez trouvé les ressources nécessaires en vous pour faire ça? D'abord parce que je pense qu'il y a eu quelques questions là sur le sujet sur le forum de discussion. Là, est-ce que l'optimisme est inné ou acquis? Je pense qu'il y a une part d'inné. Et je pense qu'avec mon épouse, on est naturellement optimiste. J'ai bien aimé l'intervention de Marianne parce qu'effectivement, il me semble que l'optimisme est souvent assimilé à de la gaieté et de l'humour en fait. Et je crois qu'on se reconnaît un petit peu là-dedans. Et comment on repart de suite? C'est qu'en fait, c'est fait, quoi. Ce qui était passé, un moyen peut-être de repartir, c'est de se dire, ce qui est passé, en fait, c'est passé. Donc, en fait, on ne peut rien y faire. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour éventuellement aller vers du mieux demain? C'est un petit peu ce qui nous a permis de le faire. Et ce qui nous a permis de repartir de suite sur un nouveau projet, c'est aussi 60 000 rebonds. C'est pour ça qu'en préambule, je voulais vous remercier. C'est que nous, on est rentré à 60 000 rebonds parce qu'on avait travaillé au préalable, pas du tout en lien avec ça, avec Bernard Fabre qui nous avait aidé sur la communication de notre entreprise et qui, en discutant comme ça sur l'intervention, nous disait je fais un truc super aussi à côté, c'est que je suis dans une association, 60 000 rebonds, qui aide les entrepreneurs qui ont eu des soucis. Et alors,
On avait gardé ça dans un coin de notre oreille parce que ça allait très bien à ce moment-là. Mais je trouve que quelques années après, vous voyez, pof, on a rappelé Bernard. Et je pense que ça nous a permis aussi de rapidement basculer sur autre chose. Déjà, l'accompagnement, on a basculé. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans notre coin à ruminer, même si on n'a pas trop ruminé, mais en attendant de suite, moi, je suis persuadé qu'un moyen de rebondir, c'est juste le mouvement. Ne plus rester sclérosé devant le phare de la voiture, là, c'est de suite de repartir dans une forme de mouvement qui nous permet de avancer, de se reprojeter. Merci Jean-Paul pour ce témoignage inspirant. Philippe Gabillet, est-ce que vous avez une question à poser à Jean-Paul? Oui, moi j'ai une question à lui poser en tant que gars du Sud-Ouest, parce que moi étant bordelais, ma femme étant toulousaine et puis ayant mes racines dans l'Aude et dans l'Hérault, j'ai une question. Est-ce qu'il y a des moments où vous vous souvenez de matchs où l'optimisme il a dû devenir collectif? Parce que moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le collectif dans l'histoire. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive, quand on est un joueur, et dans le fond, quand on est entrepreneur, on est aussi un joueur. On n'est pas n'importe quel joueur, mais on est un joueur. Comment est-ce qu'on arrive à communiquer ça aux autres? Alors, il y a un truc qui me paraît important parce que mon sport, c'était le rugby, et l'aspect collectif dans le rugby est hyper important. Et si on fait une analogie par rapport à ce qui peut être fait dans l'entreprise, c'est qu'en fait, on est très focus sur un objectif commun et qui a du sens pour nous. Mmh. Et quand je dis qu'il y a du sens pour nous, c'est pas, on ne nous l'a pas donné le sens. Finalement, une équipe de rugby qui gagne, c'est à un moment donné, les acteurs qui sont sur le terrain sont donnés une direction, un but. Et en fait, le sens qu'ils donnent à cette action, ça vient d'eux-mêmes. Parce que j'ai souvent entendu, si vous voulez, mon entreprise ne me donne pas de sens, ou ce que je fais n'a pas de sens. Le sens, on ne nous le donnera jamais, il vient de nous. Et ensuite, l'aspect collectif par rapport à ça, c'est que on se dit, tiens, le sens qu'on a trouvé tous individuellement, collectivement, c'est encore mieux. Et après, de toute façon, c'est le maître mot, c'est partager, en fait. C'est se partager et se dire qu'on n'est qu'un des éléments de quelque chose qui peut être plus grand à plusieurs. Mais ça, je pense qu'en entreprise, c'est vraiment quelque chose qui est une force incroyable. C'est que quand on arrive à ces moments-là à pouvoir avoir un objectif commun partagé, il y a une puissance qui est énorme. Et après, c'est aussi être conscient que cette chose-là, c'est qu'il y a eu pas mal de questions sur l'inné et l'acquis. En fait, c'est certainement pas inné. Et donc, ça se travaille, en fait. Ça se travaille collectivement, individuellement. C'est-à-dire que ça appartient d'abord qu'est-ce que moi j'apporte au collectif. Et sur un terrain de rugby, c'est qu'est-ce que j'apporte sur le terrain. Et si je ne plaque pas la personne, c'est un autre qui va devoir le faire. Qu'est-ce que j'ai apporté par rapport à ça? Ou qu'est-ce que j'ai apporté dans l'envie? Donc, l'analogie entre le sport et l'entreprise, pour moi, elle est vraiment évidente. Ce que je trouve très, très parlant et qui est confirmé par la recherche là-dessus, entre autres en psychologie clinique, c'est qu'effectivement, on se rend compte que, contrairement à ce que beaucoup de gens croient, bien sûr, quand on est optimiste, il y a des gens qui sont optimistes de nature, quoi. Ils ont ça en eux depuis toujours. Voilà. Donc, c'est un truc qui vient de soi, quoi. Donc, c'est quelque chose d'un peu de programmé. Alors, c'est génétique, tout ça, on pourra en discuter. Mais au quotidien, dans l'action, c'est aussi une méthode. C'est une façon de prendre des problèmes, même si ce jour-là, on n'est pas en forme, on n'a pas la frite, on ne se sent pas très optimiste, mais il y a une façon de faire et de se comporter justement parce qu'il y a des gens autour et on leur doit, dans le fond, de les maintenir en pression optimiste, même si nous, on a des doutes, quoi. Et je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Guillaume Mullier tout à l'heure. Être optimiste, c'est pas être dans le déni non plus. Par contre, c'est peut-être donner un regard différent sur une même réalité, mais la réalité, elle est toujours là. Et j'aime bien, je regardais ce matin, j'aime bien faire une revue de certains posts qui m'intéressent sur LinkedIn notamment. Et il y a un Michael Kwan qui a fait un post ce matin qui, je trouve, était très en lien avec ce qu'on voit maintenant. D'abord, il a cité deux choses. C'est Lao Tzu qui disait « Regarde tes pensées, elles deviennent des mots. Et regarde tes mots, ils deviennent des actions. » C'est hyper intéressant par rapport à ce qu'on dit. C'est que finalement, les mots vont nous permettre de rentrer en mouvement et de faire des actions. Et en fonction du mot qu'on a choisi, l'action qu'on va mener, elle est positive ou elle est négative pour nous-mêmes, en fait. Ça ne va rien changer la situation. Et ensuite, j'aime bien la deuxième phrase qui était citée dans ce post-là, c'était
les mots sont comme des pierres, vous pouvez les utiliser pour construire des murs ou pour construire des ponts. Et dans ce terme-là, c'est hyper intéressant juste de pouvoir dire que par rapport au non-déni, c'est juste peut-être qu'on va donner un mot différent sur une même réalité. Plutôt que de dire c'est un échec, on peut aller sur c'est un essai. Plutôt que de dire c'est une erreur, c'est une leçon. Ce genre de choses. Et par contre, ça fait que les sujets sont encore là et on les traite. Mais on les traite avec un regard différent. Merci beaucoup. Merci Jean-Paul. Merci pour votre présence. J'aimerais maintenant vous présenter Paul Morlet, si celui-ci peut activer sa caméra, puisque nous avons la possibilité de le faire maintenant. J'appelle Paul Morlet. Je suis là. Salut. Parfait. Merci. Bon, voilà. Ouais, impeccable. Merci, Paul. Paul Morlet, vous avez 32 ans, vous êtes le fondateur et le dirigeant de Lunettes pour tous. Merci pour votre présence. Alors, votre concept a un slogan accrocheur, des lunettes de vue à 10 € en 10 minutes. L'enseigne compte aujourd'hui 25 points de vente en France et 3 en Belgique et réalise un chiffre d'affaires de 44 millions d'euros en 2022 qui a été porté par 420 collaborateurs. Félicitations pour ça. Alors, Paul, comment on passe d'un BEP électricien à la direction d'une entreprise de plus de 400 salariés avec des ambitions d'essaimage fortes? Bonjour à tous. Déjà, merci de m'accueillir et je suis très content d'être ce matin avec vous. Et pour répondre à la première question, c'est un peu par hasard parce qu'on ne va pas faire de mystère entre nous. Lisa et moi, on se connaît depuis 12 ans, je crois. Ouais. Et c'est un peu par hasard parce que on avait monté nos premières boîtes face à face. Et c'est vraiment vrai. C'était en 2011, on s'est rencontrés. Vous deviez avoir 23 ans et moi 21 ans, je crois, un truc dans le genre. Et vous aviez créé un magazine, vous aussi, vous êtes entrepreneur. Et moi, j'avais créé une marque de lunettes par hasard. Donc, si on remonte un peu avant tout ça, c'est le hasard qui m'a porté là parce que moi, je ne voulais pas et je ne rêvais pas de devenir entrepreneur. Alors, c'est un peu bizarre de dire ça aujourd'hui, mais moi, je suis devenu entrepreneur parce que finalement, je n'avais pas de boulot, donc je me suis créé du boulot. Et pour en revenir à mon parcours, j'étais pas très bon à l'école. J'avais pas un entourage qui a fait des études non plus d'ailleurs, ni qui est entrepreneur non plus. Et je me suis retrouvé finalement à 16 ou 17 ans en échec scolaire. Et du coup, je suis passé par une voie assez ce qu'on appelle un fast track aujourd'hui. Donc, c'était de faire un BEP électricien, qui m'a permis de rentrer en apprentissage à la SNCF parce que mon rêve était finalement de devenir cheminot. Et c'est vrai. Je rêvais de devenir cheminot parce que c'était la sécurité d'emploi, c'était un navire tracé, c'était le train gratuit, c'était hyper rassurant pour moi, qui n'était pas bon à l'école, de rentrer dans une boîte en disant je vais faire carrière et finalement je vais pouvoir évoluer là-dedans, m'acheter une maison et puis grandir comme ça. Sauf qu'on est en 2008 quand ça arrive et je passe 6 mois de test pour entrer à la SNCF. Et au moment où j'apprends que je suis pris à la SNCF pour préparer une formation chez eux, qui était diplômante et qui me diplômait d'un diplôme valable uniquement à la SNCF. C'est un truc de bobinage de locomotive, pour être précis. Ils me disent l'heure d'après qu'ils ne me garderont pas au bout des 2 ans parce que la crise arrive en 2008 et du coup, ils vont geler le statut de cheminot. Donc finalement, je rentre à 18 ans plein d'engouement dans une boîte qui va m'apprendre un métier qui n'existe que chez elle, qui de toute façon ne me gardera pas à la fin. Donc c'était un peu bizarre. Je suis quand même à la SNCF parce que je me suis dit ça va se débloquer au bout de 2 ans quand même, ça n'a pas de sens tout ça de me former à un métier qui n'existe plus chez eux. Et finalement, ils ont tenu promesse, ils ont gardé personne et j'étais dans le lot. Et du coup, en septembre 2010, je me retrouve dehors, sans boulot, sans rien. Un peu pris de panique, je rentre chez Carglass en urgence pour gagner un salaire en fait. Je tiens 15 jours en me disant, bon, quitte à gagner le SMIC finalement, autant faire un boulot qui me plaît. Et c'est là que j'avais une idée. Vous savez, on a tous des idées et on a tous vécu ça il y a 10 ans, 15 ans. On regarde Capital sur M6 et puis on se dit, putain, j'ai une idée. Si je faisais pas ça, etc. C'est souvent des idées simples et puis on le fait jamais. Et moi, j'avais 20 ans, j'avais pas d'ambition, pas de carrière devant moi. J'avais une idée toute simple. Alors, c'était de voir finalement à Lyon à l'époque des bus qui passaient avec des décorations du club de foot de l'OL dessus. Et je me disais, mais quand on est dans le bus, on voit dehors, mais quand je suis dehors, je vois pas dans le bus. Et vous savez, c'est les fameuses vitres micro-perforées qu'on avait de partout sur les voitures et les bus à l'époque. Et j'ai eu l'idée un peu simple de coller de la micro-perforation sur des lunettes de soleil. Et en fait, ça donnait des produits. On pouvait imprimer un logo en fait sur les verres. On voyait à travers les petits trous.
Et puis côté en face de vous, en face, les gens voyaient en fait un logo, donc ça peut être n'importe quoi. Donc c'était assez marrant. Et puis du coup, je crée cette boîte-là avec mes 1000 euros d'économie. Donc il n'y avait pas le statut d'auto-entrepreneur à l'époque. Donc je crée une boîte tout seul. Je me souviens être allé à la Chambre de commerce de Lyon. On m'avait donné des statuts en Word sur un CD-ROM. J'ai modifié les statuts chez moi. J'avais pas d'avocat, rien. Donc les statuts étaient rédigés au féminin. Donc je ne me suis même pas rendu compte que j'étais devenue présidente d'une SAS en reprenant les statuts. J'avais un code activité qui était dans l'immobilier, je crois. Enfin, tout ça a été très bien fait. Et je commence à faire du porte-à-porte pour aller vendre mes lunettes publicitaires à 20 ans, finalement, sans savoir comment ça marchait. Je ne comprenais même pas le système de TVA. Enfin, j'étais vraiment très loin de tout ça. Et ça ne marche pas, en fait. Donc, au bout de 15 jours, je comprends que je suis un peu loin de la vérité. Quand on a 1000 euros de cash devant soi, finalement, une fois qu'on a acheté des cartes de visite et 2-3 trucs, il n'y a plus grand-chose. Donc, je me promène et au bout de 15 jours, 3 semaines, je me dis, bon, ça ne marche pas. Voilà. Et pourtant, moi, j'étais persuadé à 20 ans d'avoir créé un produit qui allait changer le monde. Et finalement, je me dis un soir, bon, en fait, c'est simple, il faut que ce produit soit porté par des stars. Voilà. Donc ce truc-là, bon, je suis à Lyon, j'ai 20 ans, j'ai pas le numéro de grand monde dans mon téléphone. Et un soir, je me dis, bah tiens, je vais imprimer des lunettes. Donc, je prends mon imprimante Epson A4, je mets une feuille de micro perforée dedans et je fais des lunettes marquées Lady Gaga, 50 Cent, Black Eyed Peas, Snoop Dogg, etc. Que des gens dont, bien sûr, j'avais pas le numéro de téléphone, vous en doutez bien. Et j'imprime les lunettes, je colle sur les verres, je mets un coup de sèche-cheveux pour que le sticker se fasse un peu bomber sur le verre. Je fais une photo avec mon téléphone. Et en fait, j'ai un petit logiciel sur Windows, on est en 2010-2011, hein, et en fait, j'ai une solution pour. Il n'y avait pas les CAPTCHA, vous savez, les fameux trucs où il faut cliquer sur le lampadaire et sur l'avion et le machin, ça n'existait pas. Et je réussis à tweeter, en fait, via un bot, en fait, 1000 fois Lady Gaga, 1000 fois Black Eyed Peas en disant, hey, je suis fan de toi en anglais, j'ai fait ces lunettes pour toi, et voilà. Sans dire que c'était une marque derrière, en fait. Et j'ai reçu des réponses, des messages de gens qui m'ont dit, mais en fait, enfin, ou les agents des stars ou les stars en elles-mêmes m'ont dit, génial, merci de m'envoyer la paire de lunettes à telle adresse. Et là, j'ai envoyé de la petite paire de lunettes de soleil chinoise avec mon stickers via un timbre poste économique à Los Angeles ou à New York, je ne sais plus où. Et je recevais quelques semaines après des selfies, des premiers selfies, parce que c'est le début des téléphones avec la caméra devant. Et j'ai mis ça sur mon Facebook à l'époque en disant voilà, mais les lunettes plus Frenchy portées par Lady Gaga, Snoop Dogg, j'ai vraiment les photos qui étaient rentrées. Et là, on a eu une couverture médiatique énorme en fait. Donc c'était en 2012. Là, on a eu toutes les émissions de télé françaises qui existaient, les JT, M6, TF1, etc. Et j'étais assez mis en avant jeune. Et finalement, là, je suis rentré dans un autre monde. J'allais souvent à Paris, j'ai rencontré pas mal de gens. C'était le tout début de l'entrepreneuriat en France, encore moins pour les jeunes. Donc, j'étais un des premiers jeunes entrepreneurs français, parce que maintenant, il y en a des milliers, mais à l'époque, on était peut-être 15, 20. Et moi, j'étais très jeune et je n'avais pas fait d'école. Et je rencontre un peu plein de gens par hasard. Et en fait, un jour, je rencontre un gars qui me dit, bah voilà, moi, en gros, j'ai inventé la Freebox, j'écris Free, je m'appelle Xavier Niel et j'adorerais faire finalement casser le marché de la lunette. Voilà. J'aimerais rendre les lunettes de vue accessibles à tous. Tu fais des lunettes, tu dois savoir faire des lunettes de vue. C'est pas la même chose. Il faut trouver une solution pour faire des lunettes moins chères. Mais surtout, il faut aussi que ce soit rapide à faire, etc. Je repars en me disant, bon, bah, si lui il me dit ça, il a quand même inventé la Freebox, il ne doit pas dire des conneries, donc faire des lunettes de vue rapidement, ça doit être possible. Et je repars, donc là j'ai 23 ans, je me dis, bon, si lui m'a dit ça, c'est que c'est possible, et je me creuse la tête pour trouver une solution pour fabriquer des lunettes de vue à la vue, donc c'est un produit qui est sur mesure, ça vous le savez, de manière pas chère et surtout très rapide. Et en fait, tout le monde me dit que c'est impossible. Je vois des opticiens, ils me disent, bah non, il y a des millions et des millions de verres différents. On en vend 2 par jour, donc on ne va pas stocker des millions de produits pour faire 2 ventes par jour. On ne sait pas ce qu'on va vendre, donc c'est pas possible, etc. Puis je me creuse un peu la tête, je rencontre un peu plein de gens, et puis en n'étant pas du métier finalement, je trouve une solution qui me paraît possible, parce que je suis un peu geek et un peu, j'aime bien tout ce qui est machine, etc. Et je trouve la solution pour fabriquer des lunettes de vue en 10 minutes tout compris, mais surtout de les vendre 10 euros tout compris, monture et verre à la vue. Et finalement, on démarre comme ça et on lance Lunettes pour tous en 2014, au mois de mai à Paris. Et on monte un magasin pour essayer une vue à 10 euros en 10 minutes. Et c'est un carton tout de suite parce que il y a eu un timing un peu dingue dans cette affaire. C'est qu'on s'est lancé le 22 mai 2014 et la veille, le 21 mai, il y avait UFC Que Choisir qui avait sorti une énorme enquête sur les marques d'opticiens qui disaient que c'était des escrocs, etc., etc.
Et du coup, on a eu un succès de dingue très rapidement avec un seul magasin. Pour vous donner un ordre d'idée, un magasin d'optique aujourd'hui, ça vend entre 2 et 3 paires par jour. Voilà. Le magasin, quand il a ouvert, il vendait 400 paires par jour, tout de suite. Donc, c'est devenu un truc qui est immense. On ne pouvait pas servir tout le monde, donc c'est un succès énorme. Et puis, tellement, on est parti comme ça. Et puis ensuite, on a ouvert un deuxième, un troisième, etc. On a ouvert plein de magasins. Et surtout, on a été heurté finalement à des choses qui étaient pas, que je ne savais pas, moi, de mon jeune âge. C'est le contexte réglementaire. Voilà. Donc, je ne savais pas à l'époque, par exemple, que on n'avait pas le droit de faire un examen de vue dans le magasin pour faire les lunettes. Quand bien même les gens n'étaient pas remboursés par la Sécu, bah, ça nous a valu des gros ennuis. Et finalement, on a réussi à faire changer la loi. Donc, si aujourd'hui, par exemple, vous pouvez rentrer dans un magasin d'optique quelconque et faire un examen de vue et avoir des lunettes tout de suite, c'est finalement grâce à nous, de manière indirecte. Voilà, donc on s'est étendu de partout avec des problèmes grandissants vu la taille de la boîte. On a pris des parts de marché. Et puis aujourd'hui, on est 420 collaborateurs en France et en Belgique. Et on détient à peu près 6% du marché de l'optique en France, quand le numéro 1 français et Optique 2000 en détient 11% avec 1200 magasins et nous 6% en gros avec 29 magasins. Voilà, pour donner des chiffres un peu de la boîte. Et voilà. Qui prouve bien que l'entrepreneur, par son empreinte, change les choses au quotidien. Et vous diriez, quels ont été les plus gros défis entrepreneuriaux que vous avez eu à accomplir finalement? Parce que vous en avez cité plusieurs, mais pour vous, à titre personnel, professionnel, qui ont été les plus difficiles? Alors, les plus difficiles, c'est que déjà, moi, j'ai entrepris seul, déjà. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, les startups qu'on voit aujourd'hui, il y a toujours deux cofondateurs, 3 cofondateurs. Moi, j'étais seul dans un métier où il fallait tout créer parce qu'on est dans le B2C, donc il faut avoir des magasins, de l'informatique, de la com, des produits. Enfin, c'est assez tentaculaire comme business. Il y a de l'immobilier, enfin, il y a beaucoup de choses à gérer, des travaux, etc. Et c'est vrai que moi, j'ai pas beaucoup de méthodes, je suis pas très réfléchi. C'est-à-dire que j'ai toujours fonctionné par instinct et jamais par contrainte. Aujourd'hui, je vois il y a plein d'entrepreneurs qui arrivent sur le marché, ce que j'appelle des entrepreneurs pros, vous voyez. C'est ceux qui disent, voilà, moi j'ai fait HEC, j'ai étudié pendant ma césure les marchés, donc j'ai pris les études de l'IRFI, et j'ai vu que sur le marché, je sais pas moi, du toilettage pour chiens au Japon, il y avait X milliards de marchés, donc je vais faire un truc de shampoing pour les chiens au Japon. Et on en voit beaucoup aujourd'hui qui raisonnent à l'inverse, ils prennent les grandes masses du marché, ils vont sur les marchés les plus rentables, puis ils rentrent par une niche, mais ils y vont jamais par passion. Moi, j'ai toujours fait les choses par passion, finalement. Et donc, quand on fait par passion, on est moins réfléchi, c'est moins étudié, c'est moins réfléchi. Et du coup, finalement, on ne prend pas les contraintes aussi du marché avant d'y aller. Donc, forcément, c'est ce qui a fait un truc assez dingue, c'est que si j'avais connu les contraintes avant de le faire, je ne l'aurais jamais fait. Parce que je peux vous garantir que les histoires à raconter plus ou moins marrantes, j'en ai 50. Voilà. Et c'est vrai, quand on arrive sur un truc, on ne sait pas l'avance. Donc, c'est vrai que j'ai toujours fait par passion, par instinct. On trouve toujours des solutions à tout, mais c'est jamais de manière méthodique et réfléchie. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, je pense pas que je sois un entrepreneur super inspirant dans le sens, j'ai une méthode éclair. Je suis pas du genre à organiser ma journée avec zéro inbox mail, je sais pas tous les trucs que je vois sur LinkedIn. Je gère ma vie, je prends ma douche en 45 secondes, je mange un repas dans l'ordinateur, j'ai des points, etc. Donc c'est vrai que je me sens un peu, entre guillemets, ennuyeux comme entrepreneur par rapport aux autres qui s'inventent des vies sur LinkedIn. Je sais pas qui a raison ou tort, mais c'est vrai que aujourd'hui, en tout cas, je trouve qu'il n'y a pas de bonne manière d'entreprendre. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que moi, je vois plein de gens qui sont profs d'entrepreneuriat sur Internet. Je suis assez étonné des méthodes. Je pense qu'entrepreneur, c'est très dur d'avoir un emploi du temps réellement parce qu'en fait, réellement, ce qui se passe, c'est que euh, vous avez des emmerdes tout au long de la journée, du matin au soir, et les emmerdes, on ne les prévoit pas à l'avance. Donc, je ne sais pas comment ces gens-là font pour avoir un planning en disant à 11 heures, je fais de la méditation, à 14 heures, je pense au marché argentin, et à 16 heures, je parle à mon banquier. Je ne sais pas, parce qu'en fait, en réalité, moi, le matin, j'ai beau avoir 420 salariés, j'ai des emmerdes toute la journée, tous les jours, du lundi au dimanche. Et il faut que je les gère, et je les gère plus ou moins bien, plus ou moins rapidement. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois arriver beaucoup de pros de l'entrepreneuriat, beaucoup de gens qui gagnent 25 000 euros par mois en travaillant 4 heures par jour. Je suis assez étonné de tout ça. Mais en tout cas, ce que j'aimerais vous dire à tous, c'est que c'est un métier qui est dur, hein, c'est compliqué. Il y a un facteur chance, connexion réseau. Mais si je peux vous donner un conseil qui est valable à tous les niveaux, du plus petit au plus haut, il ne faut jamais lâcher. Ça, c'est un truc important. Quand on vous dit non, il faut faire comme si vous n'aviez pas entendu ce non. Il faut continuer. Et je vous garantis que je suis pas le bon exemple sur comment faire, la méthode, etc. Mais en tout cas, des emmerdes, j'en ai eu 10 000. Des fois, j'en ai eu 10 000. Je n'ai jamais lâché.
Et ça, c'est vraiment, je pense, le seul conseil que je peux donner. Il faut toujours y croire. Des gens qui vous diront que c'est compliqué, qui ne sont pas sûrs, qu'on ne sait pas, c'est la plupart du temps. Et des gens qui disent finalement, on ne sait pas vous répondre, on va prendre un risque, je ne sais pas si on a le droit de le faire, etc. Ne lâchez jamais, il faut y croire. Et aujourd'hui, si vous saviez tout ce qu'on a fait avancer au niveau réglementaire dans la santé, c'est assez impressionnant. Il ne faut jamais lâcher. Il y a toujours quelqu'un à la fin qui va vous prendre la main pour y croire en vous. Donc j'imagine que tous les connectés ont commencé une entreprise ou une aventure, ils ont des difficultés. C'est normal. Il n'y a pas que de belles histoires. Les très belles histoires qui disent j'ai créé une boîte le matin, à 14h, j'ai levé des fonds, à 16h, j'avais mon premier client et vendredi midi, je l'ai vendu, c'est pas vrai. Donc voilà, donc vraiment, j'aimerais vous dire de jamais lâcher. Merci Voilà. beaucoup pour ça, Paul. Et je vous rassure, vous êtes tous sauf un entrepreneur ennuyeux. Et d'ailleurs, je suis sûre que Philippe Gabillet a une ou deux questions à vous poser. Bon, d'abord, je suis ravi de retrouver Paul parce que moi, j'ai eu l'occasion de lui remettre, avec d'autres d'ailleurs, le prix Espoir de leadership dans le cadre du cercle de leadership. Donc, c'est Paul qui avait reçu le prix Espoir de leadership 2022. Et nous, à l'époque, il y avait plusieurs dossiers, donc c'est lui qui avait emporté le truc. Moi, ce qui m'avait beaucoup frappé, c'est que c'est un vrai pragmatique. Et alors, surtout, on parlait de LinkedIn, etc. On pourrait parler de TikTok aussi, hein. Paul, c'est l'anti-donneur de leçons. Et ça, je trouve ça formidable. Effectivement, c'est qu'il dit, attendez, il y a une réalité, et puis la réussite, mais ça passe par des trucs un peu basiques du genre le boulot, travailler bien, s'adapter, mettre en avant les talents, et puis on invente, et puis ça marche pas. Ça, je trouve ça tout à fait formidable. Et pour moi, c'est vraiment un doueur qui met le réel sous tension positive. Alors la question, c'est est-ce que comme ça, Paul, vous pourriez nous retrouver, mais là, dans votre mémoire, est-ce il y a beaucoup de choses qui arrivent par inattendu? Pour vous, dans toute l'histoire de Lunettes pour tous, est-ce qu'il y a eu un gros inattendu positif et un gros inattendu pourri? Si on devait en trouver là. Il y en a eu plein. Si vous saviez, je peux écrire des livres, mais je peux vous donner des trucs très drôles. Je vais vous donner un truc très drôle parce que c'est une histoire, quand je la raconte, ça vous donne un peu la simplicité du truc et à la fois la complexité. Alors, j'ai fait un petit intro, donc je vous donne un peu le tempo. On lance une course en 2014, ça fait un bruit médiatique assez important parce que ça remet en cause le marché finalement de l'optique. Et moi, 24 ans dans le magasin, j'ai une machine qui fait les examens de vue, je fabrique une lunette en 10 minutes et j'ai des gens qui avoinent de partout. Et je me souviens du maire de Montauban qui m'avait envoyé des gens en bus de Paris, de Montauban à Paris pour faire des lunettes de vue parce qu'il n'y a pas d'ophtalmo à Montauban et que c'était le seul moyen d'avoir des lunettes de vue rapidement. Donc vous voyez un peu l'urgence qu'il y avait. Donc moi, j'étais persuadé de faire un truc super bien. Ce que je ne savais pas, c'est que les ophtalmos m'avaient un peu savonné la planche et avaient fait passer un petit décret qui disait, en gros, mais ça, je ne lis pas le journal officiel tous les matins, comme vous, j'imagine, qui disait que la délivrance de prothèses médicales externes devait être soumise à prescription. Traduction, pas de lunettes s'il n'y a pas d'ordonnance, en gros, si je vous fais le truc. Et moi, je ne savais pas que c'était passé. Et puis, en fait, je continuais à vendre des lunettes de vue sans ordonnance, mais ce n'était pas grave parce que c'est les gens qui payaient de leur poche. Donc, je n'avais pas le problème d'aller acheter une paire de lunettes si vous payez de votre poche. Ça ne regarde personne. Quand je m'achète une paire de baskets, je paye et c'est sujet de personne. Et moi, je rendais service comme ça et c'était 80% de notre business. Et un beau jour, je me fais embarquer par la police qui m'explique, donc je finis en garde à vue comme tout citoyen, qui m'explique que finalement, je n'avais pas le droit de vendre des vues sans ordonnance et que je vais être entré dans une procédure pénale à mon encontre pour exercice illégal de la médecine sur un nombre de dizaines de milliers de gens. Donc, il faut savoir que par patient, c'est 2 ans de prison maximum et 300 000 € d'amende. Je l'avais fait à peu près 14 000 fois à l'époque. Et là, je ne comprends pas ce qui m'arrive, je ne sais pas comment ça marche. Donc, j'appelle un avocat que j'ai mon téléphone. Le mec, il me dit oui, je suis avocat en immobilier. Je fais, il me faut un avocat quand même. Il dit monsieur, il me faut un pénaliste. Moi, je suis un avocat en immobilier. Je dis mais c'est pareil, pas du tout. Donc, vous voyez, je n'étais pas du tout formé. Et je me retrouve dans une merde pas possible, avec un business qui tournait, qui pour moi était quelque chose de plutôt louable, mais qui en fait était devenu illégal aux yeux de la loi. Donc, c'était un peu un problème. Et j'écris donc je harcèle des milliers de gens à l'époque, etc. Bien sûr, j'essaie de contacter la ministre de la Santé de l'époque qui s'appelle Marisol Touraine. Elle ne me répond pas forcément, je ne veux pas répondre à un jeune qui a un magasin, etc. Jusqu'à un soir où je me retrouve dans une pizzeria avec des amis, et je vous jure que c'est vrai, il y avait Marisol Touraine en diagonale de moi ce soir-là dans la pizzeria. Et je me dis de toute façon, j'ai tout perdu, je suis dans la merde, je vais lui parler. Donc je me lève, je vais la voir, je lui dis écoutez, je suis Paul Morlet, il faut que je vous parle, j'ai créé l'une pour tous, j'ai un problème, etc. Elle me dit écoutez, je ne peux pas vous parler, je suis avec ma fille, je ne vous parle pas, etc. Allez vous rasseoir, c'est sorti sans qu'on parle. Je me rassois un peu dégoûté, bon, je dis j'ai grillé ma cartouche, je suis pas allé au bon moment, peut-être qu'elle était pas au dessert, au café, etc. Donc je sais pas. Pas très sympathique.
finalement, on va fumer dehors avec les personnes avec qui j'étais. Et là, on voit un mec qui attendait le cul sur une bagnole, sur une Peugeot 508 noire, je me souviens toujours. Il me dit, vous n'avez pas du feu? Je dis, bah si, tac, etc. Ok, ah, vous faites quoi dans la vie? Bah nous, on fait des lunettes. Ah bon, d'accord. Bah moi, je suis dans la merde, j'ai perdu mes lunettes, je vois rien, j'ai rendez-vous chez l'ophtalmo dans 6 mois et je vois rien. Je m'y attendais, vous n'êtes pas chauffeur de la ministre, mais je ne peux pas vous dire. Bon, il y avait un mec habillé en costard devant une Peugeot 508 dehors. Je dis, bon, pas de problème. Écoutez, je vous donne la carte, passez demain, je m'occupe de vous. Hop, je retourne au restaurant. Très bien. Tout le monde s'en va. Le lendemain, le chauffeur vient. Et finalement, je lui fais 3 paires de lunettes à la vue, gratuitement bien sûr. Il repart tout content. Euh, je lui explique un peu le sujet de la loi. Et puis, du coup, bah, il en parle à sa ministre en voiture en disant bah, le gars d'hier, il m'a fait des lunettes de vue, il m'a sauvé la vie, je voyais rien. En gros, le chauffeur de la ministre, une loi qui a fait passer la ministre, l'avait elle-même mis en danger sans le savoir parce que son chauffeur conduisait sans lunettes, si vous voulez. Et quelques jours après, je reçois un coup de fil du cabinet de la ministre qui me dit écoutez, merci pour le chauffeur, vraiment on est touché. Est-ce que vous pouvez venir nous voir, nous expliquer un peu ce sujet? Apparemment, il y a un sujet. Je viens dans le bureau, puis je leur explique le truc en disant bah voilà, je pense que c'est la première fois qu'un ministre signe une loi finalement qui le met en danger de manière immédiate, directement, quelques semaines après. Ah, mais c'est quoi cette histoire? Et en fait, il s'était fait embobiner par le lobby des ophtalmos. Et finalement, on a fait changer la loi quelques semaines après, qui expliquait qu'en cas d'urgence, les opticiens pouvaient faire des lunettes de vue sans ordonnance. Qui a fait bien sûr arrêter les procédures pour nous, vous l'avez bien compris, et ce qui a permis aujourd'hui à des millions de gens en France d'avoir des lunettes de vue quand il en avait besoin, parce qu'il y avait des chauffeurs de bus, des chauffeurs de ministres, des gens qui n'avaient pas de lunettes en fait finalement, parce qu'il y avait un ophtalmo qui avait fait un truc qui n'avait pas le temps coin. Donc vous voyez comme quoi on a beau être parfois devant un mur énorme, avoir des emmerdes énormes, se dire bon comment ça va se passer, et ben, finalement une rencontre, une situation va faire qu'à la fin, bah, vous touchez les gens et vous limite les contraignez à changer un peu le truc. Donc voilà. Donc l'idée c'est juste pour vous dire, des emmerdes, vous en avez des milliers, des trucs qui sont complètement illogiques et insensés, mais c'est normal, sachez-le, c'est pas que vous. Le sort s'acharne pas sur vous. Et même aujourd'hui, à la taille qu'on a, on a aussi des trucs, parfois ça paraît hallucinant. Je tombe de ma chaise parfois, mais il faut jamais lâcher, il faut continuer. Et vous verrez, à la fin, un entrepreneur, c'est toujours plus fort et plus déterminé qu'un salarié ou qu'un fonctionnaire dans le bureau. Et vous gagnez à la fin, vous allez voir. Merci. Merci pour ça, Paul. Beaucoup de réactions dans le chat. Si vous avez le temps de regarder, Paul, ça vous fera sûrement chaud au cœur. Merci. Philippe, vous restez parmi nous. Je remercie encore Paul Morlet pour votre intervention. Je remercie aussi Jean-Paul Bessène et Marie-Anne Cloarec encore une fois. Voilà. Alors, Philippe Gabillet, si vous ne le connaissez pas, pour moi, c'est le plus optimiste des sociologues. Il est vice-président de la Ligue des optimistes de France. Il est l'auteur de L'éloge de l'inattendu, également de L'art de changer de vie en 5 leçons, de L'éloge de l'audace ou de la vie romanesque, de L'éloge de la chance ou L'art de prendre sa vie en main, ou encore de L'éloge de l'optimisme, et j'en passe. Donc, je vais vous laisser entre les mains expertes de Philippe Gabillet. Merci beaucoup. Alors, je vais déjà faire en sorte de partager voilà, tout ce que je voudrais vous raconter. Voilà, on va faire ça comme ça. Voilà, aussi, c'est bon. Il faut juste me dire, Lisa, est-ce que tout le monde voit bien? Oui, nous voyons bien. Bon, parfait. Donc, voilà, moi, je suis toujours passionné quand on rencontre, comme c'était le cas là aujourd'hui, on rencontre des gens, des hommes et des femmes qui ont fait des choses. Et c'est d'ailleurs des histoires où il y a de tout, quoi. Il y a des bonnes nouvelles et des mauvaises nouvelles. Il y a même c'est une très belle illustration, je trouve, de cette phrase qu'on attribuait à… Non, elle n'est pas attribuée, c'est vraiment lui qui l'a écrit dans son journal, c'est Jules Renard qui nous dit il y a des moments dans la vie où tout vous réussit, eh bien, il ne faut pas s'effrayer, ça va passer. Voilà. Et bien, on se rend compte que le parcours de l'entrepreneur, c'est toujours ça. Sachant qu'en plus, on vit dans un monde, si vous voulez, on a beau avoir de l'information, de l'intelligence artificielle, ChatGPT, etc., on est dans le brouillard complet. C'est-à-dire que, bon, bien sûr, on n'est pas dans l'obscurité totale, mais on se rend bien compte que personne ne sait exactement ce qui va se passer. Les choses les plus incroyables, les plus étonnantes, les plus dramatiques qui nous sont tous arrivées depuis 2-3 ans, elles ont toutes un point commun. On ne les avait pas vues venir. Voilà, donc ça s'appelle la réalité. Et en fait, on est dans des vies, dans l'entreprise et dans des vies, les hommes et les femmes sont dans des vies où nous passons notre temps à rencontrer des bifurcations.
Et encore, celle-là, elle est simple, hein, ça va à gauche ou droite, mais parfois, il y a des bifurcations d'une autre nature. Et quand on raconte notre vie à quelqu'un, la seule façon de rendre notre parcours à la fois intéressant, inspirant et de montrer que ça nous a appris des choses, c'est de raconter les bifurcations qu'on a rencontrées et comment est-ce qu'on s'y est adapté. La vie, c'est toujours toute direction, quoi. En permanence, on peut prendre une autre direction. La seule chose, c'est qu'on ne veut pas se planter. Mais personne ne veut se planter. Moi, vous savez, j'ai 65 ans. Hein, j'ai démarré, j'en avais une trentaine. Ça fait 35 ans que je suis dans le business. Jamais rencontré une seule personne qui m'a dit, Monsieur Gabillet, est-ce que vous pourriez m'aider à échouer, s'il vous plaît? Je voudrais me planter. Mais je voudrais me planter bien, vous voyez, expérimenter une loose mémorable. Vraiment. Non, pas du tout. Tout le monde veut essayer de s'en sortir au mieux, même quand on rencontre des difficultés. Bien évidemment, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, il y a des moments qui sont des moments de chute. On appellera ça l'adversité, l'épreuve. Ça peut être professionnel, ça peut être un échec professionnel, ça peut être personnel, ça peut être un deuil, ça peut être une rupture, ça peut être… Bon. Et on est sur l'idée que face à tout ça, la motivation a parfois du mal à tenir. Parfois, il pleut en nous, vous voyez, il pleut dans nos têtes. On se pose des questions très angoissantes sur « mais qu'est-ce que je fous là ? De quoi demain sera fait ? J'y vais ou j'y vais pas ? Je me sens au bord du gouffre, etc. » Parfois, on se sent même stoppé en vol par l'épreuve, vous voyez. L'épreuve, non seulement me stoppe dans mon élan, et en plus, il y a, pour ça j'aime beaucoup moi, cette image, parce qu'elle montre bien à la fois le fait d'être stoppé en vol et le fait de voir son avenir à court terme qui se brouille un peu. Il ne faut pas s'étonner que les gens vont se retrouver à la croisée des chemins, et bien évidemment, encore une fois, coûte que coûte, même si ce n'est pas avec les moyens du bord, le vélo est trop petit, le parapluie n'est pas génial, on voudrait aller plus vite, mais on essaye toujours de se sortir de l'épreuve et de l'adversité pour repartir quelque part vers le soleil. Alors, vous voyez, tout ça, je dirais, c'est la réalité de la vie, dans le fond, quelle qu'elle soit. On est dans ce genre de situation-là. Et c'est Jean Dutour, qui est un académicien plein d'humour, qui disait, vous savez, dans les situations désespérées, la seule sagesse, c'est l'optimisme aveugle. Oui. Ça, c'est un peu comme dans le Titanic, vous voyez. Le Titanic, c'était un bateau de grand luxe. C'était même un tellement grand luxe que la grande salle à manger des premières sur le Titanic, et la photo est authentique, était l'équivalent d'un restaurant 2 étoiles aujourd'hui. C'était de tellement haute qualité, ça a d'ailleurs coûté tellement cher, les repas dans ce resto coûtaient une blinde littéralement, qu'on avait construit juste à côté, donc c'était vraiment mitoyen, hein, pour éviter que les plats refroidissent ou tout ça. Ils avaient construit des cuisines qui étaient des cuisines top luxe pour l'époque, qui étaient vraiment les cuisines uniquement du restaurant des premières. Puis là-dedans, il y avait tout. Il y avait la réfrigération, les points de cuisson, etc. Et il y avait entre autres tout ce qui concernait les produits frais, la conservation des produits frais, dont les produits de la mer. Et bien évidemment, il y avait probablement dans le Titanic, l'importance des produits de la mer étant ce qu'elle est, il y avait un aquarium où il y avait des tas de homards qui attendaient de se faire bouffer par la clientèle grand luxe du Titanic. Malheureusement, le Titanic a coulé. Et c'est vrai que la quasi-totalité des homards, à ce moment-là, n'ont pas pu s'empêcher de se dire c'est vrai qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Voilà. Parce que le monde, comme ça, est fait parfois de situations qui se retournent de façon plus ou moins dramatique ou, au contraire, chanceuse. Dans tous les cas, vous voyez, même quand on chute, la nature humaine, en tout cas collectivement, semble à ce jour nous démontrer que toutes les périodes de grandes tragédies, où vraiment on a le sentiment que tout s'effondre, les épidémies, les guerres, les crises majeures, les grands séismes, les grandes catastrophes naturelles, à l'échelle de l'espèce, on se rend bien compte que ça a toujours été le signal pour un redémarrage sur autre chose. C'est-à-dire que le premier exemple de rebond, c'est l'histoire d'Homo sapiens, dans le fond. Et ça veut dire que, quels que soient les drames qui nous tombent dessus, il semblerait que nous ayons une capacité, en tout cas collective. Au niveau individuel, parfois, c'est plus dramatique, tout le monde ne s'en sort pas, bien sûr. Mais au niveau collectif, je dirais, l'échec, l'épreuve, l'adversité peut véritablement, en pratique, être considéré soit comme un plongeoir dans certaines circonstances, soit comme un tremplin dans d'autres. La question, c'est de savoir, est-ce qu'on a des marges de manœuvre? C'est-à-dire, est-ce que c'est moi qui peux contribuer, par exemple, à transformer un plongeoir en apparence
en tremplin? Et est-ce que parfois, ce qui se présentait comme étant vraisemblablement un tremplin, je vais mal m'y prendre et je transforme ça en plongeoir? Ça va reposer le problème de l'action, vous voyez. Et nous, comment est-ce qu'on va passer d'une dynamique à une autre? Dans le fond, l'énergie, c'est là qu'elle se retrouve. C'est à travers le rebond sur les échecs, la renaissance après les moments difficiles. Quand on veut s'en sortir, mais on veut se sortir de la maladie, on veut se sortir de la faillite, on veut se sortir de la rupture amoureuse qui nous a dévastés, on veut se sortir du burn-out, se sortir de la pauvreté, de la précarité. S'en sortir passe toujours par de toute façon les mêmes ingrédients. On ne se sort de rien sans effort. Il faut bien en faire un peu, il faut faire quelque chose, il faut agir. Penser qu'on peut s'en sortir parce que quelqu'un nous en sortira, ça c'est un rêve. Mais l'effort tout seul, attention, il n'est pas magique. Il ne faut pas croire quand on dit aux gens, si tu veux, tu peux. Non, c'est malheureusement pas vrai. Non, parfois il va falloir trouver des ressources ailleurs parce que s'en sortir nécessite des ressources internes, bien évidemment. On pense toujours à celles-là, mais pas que. Des fois, il faut un peu de pognon, il faut un peu même de soutien moral des autres, des contacts, de la formation, s'instruire, apprendre des choses nouvelles. Voilà. Donc, chacun doit trouver aussi sa propre voie de ressources sur lesquelles ses efforts vont se porter. Et puis, bien évidemment, ça a été dit par tous nos témoins, ça ne marche pas toujours du premier coup. On vit dans un monde, le monde réel est un monde de concurrence, c'est un monde de compétition. On peut le regretter, mais c'est comme ça. Donc, nous vivons dans un univers où celles et ceux qui gagnent, au bout du compte, les jeux de la vie, sont ceux qui sont découragés en dernier. Et c'est la raison pour laquelle l'état d'esprit qui va y avoir derrière tout ça, on peut l'appeler comme on veut. Il se trouve qu'il y a tout un mouvement de pensée en Europe, entre autres, qui a dit, mais voilà, c'est ça, dans ce qu'on appelle l'optimisme relationnel, c'est ça. Et cet optimisme, que certains pourraient appeler engagement, motivation, enthousiasme, envie, désir, c'est des mots, tout ça. Bon, peu importe. Moi, le choix à travers la Ligue des optimistes de France qu'on a choisi de mettre en avant, c'est celui-là. Mais alors, cela dit, on est dans un pays, si vous voulez, où l'optimisme n'a pas toujours bonne réputation. Vous savez, les Français sont, paraît-il, selon certaines études, les hommes et les femmes les plus pessimistes du monde. Alors, en pratique, ce n'est pas toujours vrai. Disons qu'on cache notre joie. Voilà, hein. C'est Michel Audiard qui disait en France, de toute façon, si les pessimistes volaient, il ferait nuit. Hein. Et c'était ce cher Frédéric Dard, vous savez, l'inventeur du commissaire San Antonio, qui disait dans tous les autres pays d'Europe, ils avancent tous dans la mauvaise direction. Nous, on est en France, on recule dans la bonne. Voilà. On avait tous, vous voyez, cette espèce de logique-là. La presse, pourtant, est un outil démocratique important. Est-ce que c'est un outil qui remonte le moral quand on la lit de façon intensive? J'en suis pas toujours sûr. La télé, on est bien placé depuis 2-3 ans quand ça a tourné en boucle. Et puis depuis que c'est la guerre, alors là, carrément, les postes de télé, surtout sur certaines chaînes, sont devenus carrément agressifs. On a l'impression qu'on se fait attaquer littéralement par son poste de télé. Et quand on ne croit plus ni à la presse écrite ni à la télé, qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste ce merveilleux réservoir d'intelligence partagée, n'est-ce pas, de bienveillance collective. J'ai nommé le pot de chambre collaboratif, celui des réseaux sociaux. Donc, dans tous les cas de figure, vous voyez, on se rend compte que l'environnement est quand même un peu anxiogène. Alors, nous, là-dedans, on fait quoi? C'est Hubert Reeves qui, lui, voyant ça depuis... C'est un astrophysicien, donc lui, il voit ça depuis de l'autre bout de l'univers. Il nous dit, écoutez, les amis, rassurez-vous, les catastrophes, de toute façon, les prochaines, elles sont en route, là. Elles arrivent. Un matin, on va se réveiller, ça y est, elles seront là, on sera dedans, jusqu'au cou, elles seront arrivées. Mais la bonne nouvelle, c'est que tôt ou tard, on passera à autre chose. Et ça, c'est l'histoire de toutes celles et de tous ceux qui s'en sont sortis, mais des hommes et des femmes qui s'en sont sortis, des entreprises qui s'en sont sorties, des pays, des civilisations où, à un moment donné, on a fait face à l'adversité, on est toujours passé à autre chose. Et on est à la fois passé à autre chose intérieurement, culturellement et aussi en termes d'action. Voilà pourquoi est-ce que dans le fond, l'optimisme, comment vous dire, c'est un pari. C'est un pari. Alors moi, je trouve que c'est un pari gagnant, hein, parce que si vous allez sur Google, par exemple, aujourd'hui, alors sur Google France, hein, vous tapez pessimisme. On va démarrer, on va faire ça à la française. Vous voyez. Pessimisme, 2 270 000 résultats. C'est pas mal quand même. Bon. Après, je dis souvent, même à mes étudiants, alors à votre avis, si on tape optimisme, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Si j'ai une majorité de Français dans la salle, souvent ils me disent, oh là là, bon,
Alors là, à mon avis, optimisme, on est en dessous. Hein. Oh là là, c'est la cata. Mais pas du tout, vous voyez. Quand je vous dis qu'on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, optimisme sur Google aujourd'hui, vous tapez optimisme, 16 300 000 résultats. En tout cas, sur Google, l'optimisme gagne au point. C'est déjà une bonne nouvelle. Vous voyez, c'est déjà pas mal. On peut faire des trucs avec ça. Alors, comment ça marche, cet optimisme? Certains nous disent, surtout, d'ailleurs, ça a été dit, non, mais quelque part, être optimiste de nos jours, c'est être dans le déni. C'est faire preuve d'une très grande naïveté, voire même d'un certain égoïsme, d'une certaine indifférence. Moi, je me suis entendu dire par un de mes collègues l'autre jour, mais enfin, Philippe, comment peux-tu oser rester optimiste dans un monde qui va si mal? Je dis, mais mon pote, parce que si tu penses vraiment que si je deviens pessimiste, le monde va aller mieux, il faut qu'on en parle. Mais je ne suis pas du tout convaincu que ça marchera comme ça. Je n'en suis pas convaincu du tout. Et Éric Emmanuel Schmitt, quand même un de nos grands romanciers francophones optimistes, disait, c'est dommage dans le fond. C'est dommage que l'optimisme soit si souvent confondu avec sa caricature. Voilà. L'optimisme, vous voyez, c'est pas que ça. C'est pas s'attaquer à des projets trop gros pour soi. L'optimisme, c'est pas se la péter. Si vous voulez, je se la pète un peu. Bon. Alors c'est vrai que quand on se la pète, par exemple, on s'attaque à des challenges déraisonnables. Là, le petit monsieur, là, on a envie de lui dire, écoute, je sais bien que tu es optimiste, mais enfin, là, pour le coup, tu pousses un peu le bouchon un peu loin, tu n'as aucune chance. Celui-là, il est très optimiste aussi, vous voyez, il s'attaque à un problème, mais avec des outils qui ne correspondent peut-être pas. On a des tas d'exemples, vous voyez, comme ça, de caricatures d'optimisme. Celui-là, il s'est rendu compte trop tard, par exemple, vous voyez, qu'il avait été optimiste. Celui-là, il n'a pas pensé à tout. Hein. Il pensait qu'il allait s'en sortir, il ne s'en est pas sorti. Et celui-là, il croit qu'il va rentrer chez lui, mais honnêtement, il est quand même très, très optimiste aussi, parce que là, comme c'est parti, c'est quand même, disons-le, mal barré. Peu importe. L'optimisme, ce n'est pas qu'avoir des lunettes roses bonbons sur le nez. L'optimisme, vous voyez, c'est tout bêtement fonctionner comme ça. Moi, je pense que quand on regarde de près les gens qui s'en sortent, les entrepreneurs qui s'en sortent, des gens qui sortent de la précarité, des gens qui étaient malades et qui vont se sortir de la maladie, leur vie ressemble à ça. C'est-à-dire que pour être optimiste, il faut d'abord avoir un écosystème au départ qui n'est pas génial. C'est mieux. L'écosystème, là, il y a 3 écosystèmes qui sont difficiles, peut-être même dangereux, toxiques, étouffants, très bien. Et pourtant, l'optimisme, c'est que dans ces 3 écosystèmes, quand on regarde attentivement, qu'est-ce qui est en train de se passer? Il est en train de se passer un truc qui s'appelle la vie, le vivant. Et qu'est-ce qu'il fait là, le vivant? Oh, il n'a pas gagné la partie, hein, pas encore, mais il est en train de tenter le coup. C'est ça l'optimisme. L'optimisme, c'est faire le pari que face au pire, on peut tenter des coups, et de toute façon, qu'est-ce qu'on a à perdre à tenter des coups? Rebondir en optimiste, c'est affronter les incertitudes et les épreuves et l'échec de la façon à la fois la plus confiante et la plus proactive possible. On pourrait presque dire que rebondir, vous voyez, c'est mettre l'échec ou l'épreuve ou la difficulté sous tension positive et créative. C'est à ça, dans le fond, que ça servira. Ça veut dire qu'un optimiste, dans toute situation de vie, c'est pour ça que c'est une énergie psychologique qui est très importante vis-à-vis des autres. L'optimiste, dans son fort intérieur, il est comme vous et moi, il est sûr de rien. Mais vis-à-vis d'autrui, quand cet optimiste, il a charge d'état d'âme, parce que cet optimiste, il est médecin, il est soignant, il est coach, il est entrepreneur et il est parrain d'un certain nombre de gens qui sont en rebond. C'est un travailleur social, c'est un éducateur qui est là pour sortir des gens de la difficulté. Dès l'instant où je suis moi dans une posture où j'ai besoin de donner de l'énergie aux autres, je dois être un créateur d'optimisme. Et en ce sens, ça passe par des choses très simples. D'abord, quelle que soit la situation, je ne vais jamais négocier avec le fait que l'amélioration, elle est toujours possible. Il y a sûrement quelque chose à faire. On n'a pas tout essayé. Il y a des solutions qui se baladent. Il faut absolument qu'on les trouve. Pour ça, il va falloir qu'on regarde dans le monde où est la ressource. Qu'est-ce qui va bien? Le verre à moitié plein, c'est uniquement ça. Ce n'est pas magique. Ça veut dire simplement que dans toute situation, on ne va pas pouvoir s'en sortir en capitalisant sur ce qui va mal, en capitalisant sur les faiblesses, en capitalisant sur les carences. Ça ne marchera pas. Trouver coûte que coûte, faire marcher, je dirais, sa machine à percevoir en allant voir là où les choses vont bien. D'accord? C'est ça, dans le fond, l'idée. Dans un verre de très, très, très bon vin, alors, moi, je suis bien qu'étant bordelais, je rends hommage à mes amis lyonnais. Allez, on va prendre un verre de Bourgogne, hein, pour faire plaisir à Guillaume. Voilà. Prenez un verre de Bourgogne, de bon Bourgogne, à moitié plein. Bon, d'abord, la partie la plus intéressante du verre, je suis navré, c'est celle qui
est à moitié pleine, on a beau dire. Mais même dans la partie à moitié vide, il y a un truc qui s'appelle l'arôme. Donc, même le concept d'à moitié vide, ça n'existe pas. Dites-vous bien une chose, les gens qui vous parlent du verre à moitié vide, je dirais, c'est un concept qui a été inventé par des buveurs d'eau, donc des gens dont il faut se méfier. Voilà, ça c'est une remarque personnelle sur le sujet. Puis enfin, troisième élément, en situation d'adversité, de toute façon, soit on parie sur l'action, soit on ne fait rien. C'est dans Un taxi pour Tobruk, ce merveilleux film, où il y a cette phrase mémorable, je crois que c'est Charles Aznavour qui dit ça, « Deux intellectuels assis iront toujours moins loin qu'une brute qui marche. » Vous voyez, ben on tente des coups, quoi. On avance. Hein. On n'est plus dans le to be or not to be de Hamlet, on est dans le to do or not to be. Faire ou ne pas être. Agir ou renoncer à devenir ce qu'on aurait mérité de devenir. Là, ça devient intéressant. Et moi, j'aime beaucoup cette phrase de Milan Kundera qui nous dit « Je préfère vivre en optimiste et me tromper plutôt que vivre en pessimiste pour la seule satisfaction d'être le mec qui a eu raison. » Et vous voyez, dans le fond, dans le monde de l'entreprise, de la santé, de l'éducation, chaque fois qu'on est face à des gens qui ont besoin qu'on leur donne de l'énergie pour rebondir, là oui. Pour moi, c'est un point de vue, comment vous dire, de bon sens. Si vous ne pensez pas fondamentalement que l'optimisme, le vôtre, puisse nourrir l'énergie du rebond, ben, il n'y a pas de problème. Allez, essayez le pessimisme, puis on en reparle, c'est tout. Je ne peux pas mieux vous dire, expérimentons et voyons ce que ça donne. L'optimisme, psychologiquement parlant, c'est une énergie renouvelable. Attention, c'est une énergie renouvelable, ça veut dire qu'elle augmente au fur et à mesure qu'on la partage. Mais comme ça a été dit très justement tout à l'heure, c'est comme en médecine, hein, l'optimisme, c'est un principe actif. Le principe actif, si on le met en surdosage, ou si on prend un principe actif qui n'était pas celui dont on avait besoin à ce moment-là, attention, danger. Quelqu'un qui vous dirait l'optimisme, c'est la panacée, c'est ce qui permet de tout réussir, les pessimistes n'ont rien compris au monde. Ah non, 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 la vie n'est pas comme ça. Je dirais, l'optimisme et le pessimisme sont des forces de comportement. Et l'optimisme étant plutôt une force de prise de risque, une force de créativité, une force d'action, et le pessimisme étant parfois une force de protection, une force de prévoyance, une force d'alerte. Donc, les deux doivent se réconcilier incontestablement. Donc, moi, je voudrais vous proposer, juste pour terminer, en gros, dans le monde du travail, dans le monde de la santé, dans le monde de l'éducation, dans la vie en général, il y a 5 pistes qui méritent d'être creusées si on veut rentrer dans une dynamique de rebond durable. La première idée, elle est très simple en apparence, mais elle part encore une fois du réel. On n'est pas parfait, on n'a pas toutes les ressources, on n'a pas toujours tout ce qu'il faut pour. Donc, le premier point de départ dans tous les domaines, c'est pour pouvoir entretenir mon optimisme, je vais d'abord commencer par accepter les vulnérabilités, les miennes, celles de mon collectif de travail, celles de mon entreprise, celles de la société. On va accepter les vulnérabilités une fois pour toutes, surtout celles auxquelles on ne peut rien, et ensuite on va donner la priorité à nos points forts. Parce que la seule façon de faire la différence en ce monde, c'est de capitaliser sur là où on est bon, là où on a de la ressource, là où on peut faire des choses. La deuxième idée, c'est qu'on est entouré de choses auxquelles on ne peut rien. Rien. Ni vous ni moi ne pouvons quoi que ce soit au temps qu'il fait. Au taux de change, à la croissance mondiale, à ce qui se passe dans la tête d'Emmanuel chez nous et de Vladimir ailleurs. On n'a pas d'influence là-dessus. Et donc, trop regarder individuellement et collectivement tous les trucs qui ne vont pas et auxquels on ne peut rien, ça nourrit une espèce de mécanisme de rumination qui crée en fait un sentiment d'impuissance collective et, tôt ou tard d'ailleurs, il faut l'admettre, de ressentiment et donc de recherche de bouc émissaire. La seule façon de s'en sortir, c'est de dire, voilà, dans le monde dans lequel je vis aujourd'hui, où que je sois, j'ai des marges de manœuvre. Je me lève pour aller voir la ministre qui mange la pizza à côté ou pas. Ça ne marche pas, très bien, j'ai fumé ma clope. Et là, je tombe sur quelqu'un qui a peut-être besoin de moi. Là, j'ai une influence. Je ne peux rien sur la ministre. Mais sur le chauffeur, en tout cas, je vais faire… Ça marchera ou ça ne marchera pas. Mais je l'ai fait, parce que pourquoi ne pas le faire? Voilà. Et chercher en permanence les marges de manœuvre, c'est vraiment une culture de l'action. Vous voyez, là, on a une grenouille qui n'est pas en bonne posture, mais elle a trouvé une marge de manœuvre. Est-ce qu'elle va s'en sortir? J'en sais rien. Mais si elle est suffisamment persévérante et si elle a quelques bases en apnée, moi, je suis optimiste. Je pense qu'elle peut s'en sortir et c'est le héron qui va se faire avoir. Autre idée,
qui rend les gens optimistes. Les solutions magiques, idéales, totales, c'est rarissime. La plupart du temps, dans la vraie vie, on tente des coups, on tente des solutions partielles, imparfaites, temporaires. Voilà. Mais parce que toute l'histoire de l'humanité, c'est ça. Tous nos ancêtres, les vôtres, les miens, depuis la nuit des temps, ils n'ont jamais cessé d'inventer des solutions ou de tenter d'inventer des solutions pour affronter les problèmes qu'on avait. La quasi-totalité de tout ce qui a été inventé depuis 350 000 ans, ça a toujours été temporaire, imparfait, partiel. Mais mis bout à bout, ça devient la civilisation, la médecine moderne, la technologie, voilà, ChatGPT, l'informatique, etc. C'est pas parfait, ça crée du dégât, on essaye de le gérer et on avance. On avance en faisant avec ce qu'on a, d'accord? Parce que dans le fond, on n'est jamais prêt. Bien sûr, moi je suis d'une génération, on nous apprenait qu'en entreprise, allez, si nos managers étaient des bons managers, ils sauraient nous donner le droit à l'erreur. Eh ben, je vous parle de ça il y a 35 ans, 40 ans, même plus maintenant. Mais quand je discute avec mes enfants, je me rends compte que le droit à l'erreur, passez-moi l'expression, ils s'en foutent. En revanche, sur cette médaille, cette petite pièce de monnaie, sur une des faces, il y a droit à l'erreur, mais dans le fond, ça, moi, c'est mes enfants qui me l'ont appris. Si on la retourne, on se rend compte que l'autre face du droit à l'erreur, c'est beaucoup plus intéressant. Ça s'appelle le devoir d'essayer. Parce que si on donne aux gens le devoir d'essayer, comme par hasard, le droit à l'erreur, il est donné avec. C'est un cadeau. Ça devient intéressant. De même, si on veut lutter contre le pessimisme, il faut bien comprendre que, et tous les témoignages qu'on a eus aujourd'hui nous l'ont dit, l'inattendu s'invitera toujours à la table. Toujours. C'est-à-dire qu'on aura beau faire des plans d'action, des plans, tous les plans qu'on veut, le projet entrepreneurial, quel qu'il soit, sur le papier, quand on le présente aux banquiers, quand on le présente aux investisseurs, même quand on le pense, quand on le rêve dans sa tête, ça ressemble à ça. Ça ressemblera, le réel ne ressemblera jamais à ça. La plus grande surprise que puisse vous faire un plan, c'est de se dérouler comme prévu. Donc, de toute façon, non, le réel, ce n'est pas ça. Le réel, c'est je suis sur la route de la vie et tout d'un coup, bing, il va y avoir un truc qui va se passer. Ça s'appelle l'aléa, le pépin, la tuile, la mouche dans le beurre. Voilà, c'est ça la réalité. Et ça veut donc dire que ce soit dans la vie professionnelle ou personnelle, nous tous, on atteindra, tôt ou tard, on va atteindre le petit drapeau là. C'est sûr. Peut-être qu'il sera plus loin, parce qu'on n'avait pas été assez ambitieux. Peut-être qu'il sera un peu avant, on avait été trop ambitieux. Peut-être qu'il sera ailleurs. Bon. Mais une chose est certaine, quand le jour où vous atteignez, ou moi, on atteint le drapeau, et on se retourne sur le chemin parcouru, on ne verra pas ça. On ne verra pas une ligne comme ça. Quand on se retourne sur le chemin parcouru dans la réalité, on se rend compte que c'est ça qui s'est passé. Il y a eu des tas de trucs qu'on ne pouvait pas voir venir. Ça a pété dans tous les sens. Il y a eu du bon, du mauvais, des coups de chance, des trucs de loose. Ça s'appelle la réalité. Et on a fait avec le réel. Un être humain, il est bâti depuis la nuit des temps pour fonctionner en mode compost. Il prend du déchet de vie, il prend du déchet d'histoire, il prend du déchet de tout, et il en fait du compost avec lequel on va créer de la motivation, inventer des trucs. Et enfin, et moi je tiens beaucoup à ça parce qu'on se rend bien compte que dans toutes les histoires qui nous ont été racontées, ça y était. Ce qui peut nous rendre optimistes, vous voyez, c'est qu'on vit dans un monde, qu'on le veuille ou non, où si on passe son temps à semer en permanence des graines de réciprocité, elles ne germeront pas en retour à tous les coups, mais sur la masse, tôt ou tard, ça nous reviendra. Et c'est un principe qu'en psychologie sociale, on connaît bien depuis longtemps, et qui est le suivant. On appelle ça le principe d'échange de valeur et d'utilité. Et derrière ce jargon, il y a en fait une notion très simple que je vous offre en conclusion de ce que je voulais vous dire, c'est que la manière la plus sûre en ce monde d'atteindre ces objectifs, c'est d'aider ceux dont on a besoin à atteindre les leurs. C'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on sème des graines de réciprocité et parfois, effectivement, elles germeront en retour et on aura des lendemains peut-être qui chanteront davantage parce que quand on fonctionne en mode de réciprocité, ça devient super dur de se faire la guerre longtemps. Voyez-vous, Camus disait dans le mythe de Sisyphe, c'est finalement au plus fort de l'hiver que j'ai compris qu'il existait en moi un invincible printemps. Ça veut dire que tôt ou tard, les choses vont redémarrer et que, dans le fond, l'optimisme, bien qu'on soit encore qu'au mois de mars, ça reste quand même l'incarnation humaine du printemps. Parce que si vous êtes un optimiste ou une optimiste, il y aura un point commun, c'est que les gens qui vivront avec vous, qui seront autour de vous, ils ne trouveront pas que vous êtes quelqu'un de parfait, mais ils finiront toujours par dire, parce que vous êtes optimiste justement, il n'est pas parfait, elle a ses défauts,
Mais tu vois, quand tu vis avec lui ou avec elle, il y a une chose qui est sûre, tant que tu es avec lui ou avec elle, tu as le sentiment que tout pourra toujours redevenir possible. Et là, franchement, ça serait une bonne nouvelle pour tout le monde. Merci de votre attention. Merci beaucoup, Philippe Gabillet. Merci pour ce temps, cette conférence extrêmement inspirante. On repart avec beaucoup de choses. Merci à vous pour tout ça. Merci à nos témoins et aux près de 300 personnes qui se sont connectées et qui ont visionné ce webinaire. Je vais laisser le mot de la fin à Guillaume Mullier, qui est le président national de la Fédération de 60 000 rebonds. Et quant à moi, je vous retrouve au prochain webinaire. C'est à toi, Guillaume. Merci Lisa, merci Philippe. Le printemps, on n'est pas loin du printemps, hein. On est même un peu en avance d'ailleurs. Si on regarde la neige, je pense qu'on est carrément dans le printemps, mais on va rester positif. Donc, en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que chez 60 000 rebonds, on applique toutes ces théories en pratique. On a des gens qui viennent, qui sont des personnes qui sont blessées. Hein, quand on sait la souffrance qu'on traverse au dépôt de bilan, à la difficulté, les règles des 7D, c'est-à-dire le déni, le dépôt de bilan, la dépression, le divorce qui va souvent de pair, le déménagement, la dette perso alors qu'on n'a plus de revenus et malheureusement, dans un certain nombre de cas, le décès. Ces personnes arrivent chez nous, elles ont toutes une caractéristique commune. On fait une réunion un peu au modèle des alcooliques anonymes, mais en mode plus positif, plus constructif. Elles arrivent toutes comme des boxeurs KO, blanches comme des cachets d'aspirine. Et on assiste à un phénomène au sein de nos valeurs. On a la bienveillance, on a la solidarité, on a l'engagement, et on pourrait ajouter l'optimisme et probablement l'humour. Et les personnes qui viennent, on fait comprendre qu'elles ne sont pas là pour qu'on les aide, on leur fait comprendre qu'elles sont là pour aider l'autre comme l'autre les aidera. Et donc, on ne veut pas des gens qui viennent en disant « je vais m'endetter encore un peu plus ». Et qu'est-ce qu'on constate? Au bout de 3 heures de réunion, elles ont pu se rendre compte que les autres aussi ont déposé le bilan, elles ont pu se rendre compte que les autres sont en train de s'en sortir. On a à peu près 95% de rebond. Eh bien, au bout de 3 heures, les cachets d'aspirine ont disparu et on retrouve des pommettes roses. Et là, on retrouve l'énergie. Hein, le thème, on a beaucoup parlé d'optimisme, mais l'optimisme sert à redonner aussi l'énergie. Et donc, on retrouve un bouquin, ce que j'ai beaucoup aimé, qui m'a expliqué pas mal de choses sur l'énergie, qui est la prophétie des Andes. Andes comme les Andes en Amérique du Sud. Et donc, on peut trouver l'énergie dans le soleil, dans les arbres, etc. Mais on peut trouver aussi cette énergie dans le don. Et dans le don, on démultiplie. Le 1 plus 1 égale 3 ou 4 ou 5. Et c'est assez fantastique. Donc ça, c'est vraiment un élément majeur. Et bien entendu, est-ce que je suis un optimiste? On pourrait me cataloguer de naïf. Est-ce que je suis un pessimiste? Écoutez, j'évite depuis au moins 15 ans de regarder le journal télévisé. Donc, je ne suis pas trop pessimiste. Par contre, ce que nous attendons, c'est d'être rejoints par des bâtisseurs d'espérance. C'est-à-dire que ce travail que nous faisons, bien sûr, on a besoin d'entrepreneurs qui viennent. Donc, on a besoin déjà des gens qui les incitent à sortir de leur autisme, de leur solitude dans laquelle ils se mettent parce que c'est trop douloureux. Donc, il faut leur tendre la main pour dire « reste pas tout seul dans ton garage ». Mais ensuite, au-delà de ça, il y a tout un travail d'accompagnement qui se font par des coachs, qui se font par des mentors, des parrains. Et souvent, d'ailleurs, c'est un double accompagnement. Le coach va aider sur la courbe du rebond, du deuil, puis du rebond. On préfère chez nous parler d'entrepreneur en rebond, on ne parle pas d'entrepreneur en faillite d'ailleurs, c'est plus positif. Et au-delà de ça, sur le projet, la moitié du temps, le projet, c'est retrouver un boulot. L'autre moitié du temps, c'est recréer une entreprise. Et ça, on a des parrains, des mentors qui accompagnent l'entrepreneur, l'entrepreneuse dans son rebond de manière plus concrète. Et avec un taux de performance, un rebond où on se rend compte qu'on gagne au moins une année pour retrouver, de se remettre dans une activité économique, et c'est vraiment un point fondamental. Donc, si vous avez envie de nous rejoindre, on va malheureusement faire face, et ça, ce n'est pas de l'optimisme, c'est du réalisme, à une année un peu noire en ce qui concerne les dépôts de bilan. Il y a eu un certain nombre de reports, d'années où, à cause du PGE, les gens qui devaient déposer en 2020, 2021 n'ont pas déposé, et donc vont déposer maintenant. On a des soucis
complémentaire avec l'énergie, avec tous ces éléments-là. Donc, on pense qu'il y aura un nombre de personnes à accompagner et il faut qu'on soit présent, il faut qu'on se complète. Donc, on a besoin de coach, on a besoin de parrain, on a besoin aussi de soutien financier parce qu'on a une trentaine de salariés qui managent et coordonnent le travail de toutes ces personnes. Donc, merci pour ce webinaire, c'était vraiment passionnant. Merci à Marianne, à Jean-Paul, à Paul, à Philippe. Alors Philippe, pour l'info, moi je l'ai trouvé en lisant son bouquin qui s'appelle, qui était très intéressant d'ailleurs, qui s'appelle alors Philippe Beaumeillet, je ne sais plus comment il s'appelle, sur l'optimisme, c'est pas pas la parabole, l'optimisme. Non, je ne sais plus. Le livre de Philippe, tu veux dire? Ouais. L'éloge de l'optimisme. L'éloge de l'optimisme. Voilà, c'est l'éloge de l'optimisme, absolument. Et donc, suite à l'éloge de l'optimisme, j'ai décroché mon téléphone, je me suis mis sur LinkedIn, j'ai dit Philippe, ton truc c'est génial, je crois à fond, et il faut qu'on se parle. Et là-dessus, Philippe, il a décroché le téléphone, il dit bah ouais, qu'est-ce que tu veux? Je voudrais que tu viennes faire des conférences gratos pour nous. Il dit bah écoute, d'habitude, elles sont payantes. Bah oui, mais nous, on n'a pas d'argent. Il dit bah bon, si c'est pour vous, alors je vais vous faire gratos. Donc c'est bien. Et ça a été cette opportunité. Et je remercie encore Philippe qui nous a participé et qui nous rejoint Absolument. sur le portail et sur l'observatoire du rebond. Donc c'est top. Bon, bah écoutez, voilà ce qu'on peut dire. On se retrouve très prochainement dans la vraie vie. Hein. Donc aujourd'hui, on accompagne 750 entrepreneurs et je ne serais pas surpris qu'on passe à 1000, 1200. Donc on va avoir besoin de 500 bénévoles en plus. Donc si vous entendez parler de coachs, d'entrepreneurs qui ont un peu de temps, c'est à peu près un jour par mois pour les entrepreneurs. Coach, ils font 7 séances d'accompagnement et tout ça, c'est bénévole parce que les gens qu'on reçoit, bah, ils n'ont plus d'argent. Et ils n'ont plus d'énergie, mais très vite, ils retrouvent de l'énergie et très vite, ils vont retrouver de l'argent ou très vite, ils vont venir nous rejoindre quand ils seront bien rebondis. Je suis sûr que Jean-Paul ou Marianne, qui est déjà ambassadeur du rebond, quand ils seront refait la cerise, comme on dit, ils vont bien sûr vouloir aider leurs prochains. Donc ça, c'est top. J'espère, en effet. Écoutez, merci à tous. Bon déjeuner. C'est ça, 12h30. Merci à tous pour votre participation. On prépare un autre webinaire pour compléter sur tout ce qu'on a pu voir. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir à tous. Merci.